fait mes études universitaires en Suède et à la fin de ces études, je me suis rendu compte que les questions qui étaient posées par les chercheurs à l'époque me fascinaient. Donc j'ai décidé de faire une thèse. En même temps, je me suis rendu compte que je voulais rentrer en France, pays où j'avais grandi. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était à la même époque que Jean-Jacques Lafon et Jean Tirole avaient sorti leur livre sur la théorie des incitations de la réglementation. Et Jean-Jacques Lafon était venu à Stockholm pour donner un cours sur ce livre. Après ma thèse, je suis partie travailler à l'étranger et je suis donc partie travailler en Angleterre pendant 1 an, aux États-Unis pendant 9 ans et au Canada pendant 4 ans, avant de revenir à Toulouse il y a 2 ans. En revenant, j'ai eu la chance de me faire octroyer par l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, une chaire d'excellence. Il y a 2 liens forts entre les sciences économiques et la biologie. Et là, lorsque je parle de biologie, je parle de biologie évolutive. Premièrement, les chercheurs en sciences économiques et en biologie sont à la quête de théories qui nous permettent de comprendre le comportement d'êtres vivants. Certes, les économistes s'intéressent aux êtres humains, alors que les biologistes s'intéressent à toutes les espèces vivantes, mais il y a un point clé qui est le même, c'est-à-dire que tout comportement va engendrer des coûts ainsi que des bénéfices. Pour analyser le comportement individuel, on va appliquer une certaine logique et les mathématiques nous permettent d'appliquer cette logique de façon très rigoureuse. En microéconomie, on utilise beaucoup la théorie des jeux et donc en l'occurrence, c'est l'outil mathématique que j'utilise principalement dans mes recherches actuelles. La théorie des jeux est un outil mathématique qui nous permet d'analyser les interactions dans des groupes plutôt restreints, comme par exemple la famille. J'ai eu l'occasion d'observer beaucoup de cultures différentes et une chose qui m'a vraiment frappée, c'est le fait que les liens de famille sont plus forts dans certaines cultures que dans d'autres. Par exemple, les liens de famille sont bien plus forts en Italie ou au Mexique qu'en Suède ou en Angleterre. La question, c'est pourquoi. Avec Jürgen Webul, nous avons construit un modèle qui nous permet d'étudier l'évolution des liens de famille. Et nous trouvons, les mathématiques, en fait, nous suggèrent que les liens de famille peuvent être plus ou moins forts selon si l'environnement dans lequel l'évolution a lieu est plus ou moins hostile. En l'occurrence, nous trouvons, et ça nous a vraiment surpris, nous trouvons que les liens de famille plus forts seraient favorisés dans des milieux moins hostiles. Au Mexique, il y a depuis une quinzaine d'années un programme d'aide aux familles pauvres qui consiste à donner une aide financière aux familles qui choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école plutôt que dans les champs. Afin d'évaluer ce programme d'aide, le gouvernement mexicain a récolté une base de données qui est assez fabuleuse. Et nous allons donc utiliser ces données pour mieux comprendre quels sont les mécanismes, pourquoi est-ce que ces personnes choisissent de s'entraider et qu'est-ce qui permet de maintenir un système informel d'entraide entre familles. Vous savez, au XXe siècle, la plupart des économistes utilisaient des modèles qui reposaient sur l'hypothèse que l'être humain est motivé principalement par un désir de vouloir maximiser le bien-être propre d'une façon très égoïste, c'est-à-dire sans penser aux conséquences sur autrui. Nous savons que cette hypothèse est réductrice, voire erronée dans beaucoup de situations. Et la question principale que je me pose dans ma recherche actuelle est la suivante. Si on pense que les comportements, les motivations des êtres humains sont transmis d'une génération à une autre d'une certaine façon, quelles sont les motivations que nous devrions voir émerger à la suite de la sélection naturelle? Alors qu'on pourrait penser que la sélection naturelle devrait favoriser les motivations purement égoïstes à la Homo economicus, notre modèle mathématique montre que ceci n'est pas le cas. Et nous avons été très surpris de découvrir, grâce aux mathématiques, qu'il y a une classe de motivation que nous avons appelée Homo moralis, qui serait favorisée par la sélection naturelle. Une personne ayant des motivations à la Homo moralis est d'une part égoïste,
va donc penser aux conséquences de ses actions sur son propre bien-être matériel. D'autre part, cette personne va aussi évaluer les conséquences de ses actions d'un point de vue moral, c'est-à-dire que la personne va se poser la question: que se passerait-il si tout le monde faisait pareil? J'ai actuellement un projet de recherche en cours avec des chercheurs en Suède et aux Pays-Bas. C'est un projet qui va tenter de comprendre si certains comportements observés en laboratoire, c'est-à-dire dans un contexte artificiel, est en adéquation avec la théorie d'Homo Moralis.